Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette table ronde en live consacrée à l'ouvrage « Développer les compétences psychosociales à l'école, osons la communication non violente » publié par Réseau Canopé et qui traitera aussi des formations associées à ce sujet. Je laisse la parole au recteur de Paris, Christophe Quérero, pour ouvrir cette table ronde. Monsieur Quérero, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas par où commencer, c'est un vaste sujet. C'est vrai que nous sommes dans la semaine de la lutte contre le harcèlement. J'étais ce matin avec le ministre et Mme Macron pour un événement autour de ce sujet, que jeudi, c'est la journée de lutte contre le harcèlement. Et qu'en même temps, on vit des événements à l'échelle planétaire extrêmement complexes, extrêmement violents. Et qu'évidemment l'école, qui est le reflet de la société, subit de plein fouet ces agressions, cette violence, et qu'on nous demande, ce qui est bien logique, d'essayer de faire en sorte que la sérénité règne dans les établissements, qu'il y ait un climat scolaire apaisé. Mais on ne peut pas faire abstraction, malgré tout, de ce contexte international, de toutes ces fractures, qui vivent au quotidien chez des élèves qui eux-mêmes ont des problématiques, puisque ce sont des enfants, des adolescents qui se construisent, qui sont le réceptacle donc de toutes ces tensions et qui doivent aussi trouver un chemin pour devenir des adultes, des citoyens responsables. Et le tout dans des sociétés démocratiques qui sont aussi menacés d'une certaine façon par cet ensemble. Donc c'est un peu cela le défi de l'école, dans un temps qu'on nous demande extrêmement ramassé et rapide, alors que toutes les problématiques que vous exposez dans votre livre sont des problématiques de temps long, à une, voire à 2 générations. Donc ce qui est très positif, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas à l'école et dans la société, de ces sujets, de ces questions. Ce qui est difficile, c'est que ça va prendre du temps dans une société très impatiente et que nous devons ensemble essayer de gérer à la fois l'urgence et le travail sur le temps long. C'est un peu la problématique que j'ai envie d'exposer ici. Donc comme d'habitude, si vous voulez, l'école, elle est le jouet d'un certain nombre de tensions et que tout l'enjeu pour l'éducation nationale, c'est de travailler ces tensions de telle sorte à ce qu'elles deviennent quelque chose de positif au final et qu'on ne balance pas dans un côté plus sombre, plus noir, plus obscur. Donc on a des enfants et des élèves, des adolescents qui rencontrent leurs difficultés du quotidien dans un contexte très anxiogène, aussi bien au plan géostratégique qu'au plan climatique. Et il faut malgré tout les construire comme citoyens en mettant en avant nos valeurs, qui sont celles de la liberté, du droit, du respect de l'autre, qui ne sont pas partagées par tous dans le monde, et c'est aussi cela la leçon du moment, dans une logique d'immédiateté, de réseaux sociaux et de narcissisme quotidien, qui sont aussi nouveaux pour les professeurs et pour l'école à gérer. Voilà en quelque sorte le portrait initial, et donc moi je crois qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus en amont qu'on ne le faisait. Vous savez, l'école française s'est construite autour du lycée, c'est historique, c'est un fait. On a mis beaucoup de moyens sur les grands, sur le lycée, pas assez sur l'école, pas assez sur l'école maternelle. Ça fait seulement quelques années qu'on a inversé la tendance, mais là encore c'est du temps long. Et l'investissement dès l'école maternelle, il ne peut pas être non plus seulement sur le plan cognitif, il doit être aussi sur le plan de la gestion des émotions. Et ça aussi, c'est une révolution dans une école qui n'y est pas habituée. Deuxième grand point. Donc moi je crois beaucoup à ce que disent des gens comme Cyrulnik à la base, c'est-à-dire qu'il faut un équilibre entre le cognitif et l'affectif, que la sécurité émotionnelle, ça se travaille très tôt, et que si elle n'est pas assurée dès les premières années, eh bien, il y a des risques pour les individus et la société dans leur ensemble. Donc c'est un peu pour ça que je suis là, pour dire que vous êtes dans un lab qui a été destiné à travailler le rapport entre les sciences cognitives et ce qu'elles peuvent apporter en matière de didactique
pour transformer considérablement le rapport éducatif, le rapport à la transmission au quotidien, pour que nos professeurs soient armés pour relever tous ces défis que j'ai essayé de décrire maladroitement en quelques instants. Merci beaucoup. Donc la table ronde de ce soir rassemble des praticiens et praticiennes et expertes de la communication non violente dans le champ éducatif. Et je suis ravie d'animer cette table ronde. Je suis Anne Pedron-Moinard, je suis ancienne enseignante et formatrice, actuellement en charge des questions de formation chez Réseau Canopé. Et je vais vous présenter rapidement nos différents intervenants de ce soir. Alors je suis très mal latéralisée, donc je vais dire à ma droite, ça va être à ma gauche, mais voilà, vous voyez mon geste. Tout d'abord, Catherine Guéguin, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité, autrice de très nombreux ouvrages sur l'éducation bienveillante, et vous travaillez avec l'Éducation nationale depuis plus de 10 ans, donc fine connaisseuse de ces problématiques éducatives, cognitives, dont vous parliez tout à l'heure. Patrice Naudy, enseignant en informatique depuis 30 ans, en lycée et en BTS dans l'Académie de Bordeaux. Vous êtes aussi formateur académique depuis 20 ans, notamment sur les compétences psychosociales. Et puis, alors bien sûr, ce n'est pas dans l'ordre de ma présentation qui est écrite sur mon papier, donc forcément, il faut que je m'y retrouve. Catherine Schmieder, une des 2 cofondatrices de Déclic CNV. Vous êtes au départ professeure d'EPS et puis ensuite formatrice certifiée en CNV et cofondatrice de Déclic CNV. Et puis de l'autre côté, sur l'autre canapé, Catherine Piel, infirmière scolaire devenue CPE puis personnel de direction en Normandie, aussi formée à la CNV et désormais intervenante en milieu scolaire sur la CNV. Et puis Véronique Gaspard, la 2e cofondatrice de Déclic CNV, initialement infirmière scolaire, donc là encore, des praticiens, praticiennes devenus formateurs, formatrices. Donc le panel est vraiment très riche et très intéressant. Et je voudrais qu'on commence dès maintenant, justement, qu'on rentre dans le vif du sujet à partir de cet ouvrage qui est présenté ici, que j'ai là, pour rentrer peut-être d'abord par la question par laquelle rentre l'ouvrage, finalement, dans une dimension plus théorique, qui est la question de la place des émotions à l'école. Et là, je me tourne vers vous, Catherine, puisque vous affirmez dès le début du livre qu'un certain nombre de personnes sont persuadées que les émotions viennent perturber le travail scolaire et n'ont donc pas leur place à l'école. Et tout au long du livre, ensuite, écrit à 3 mains, vous montrez au contraire combien le développement des compétences socio-émotionnelles des élèves, comme des enseignants, favorise la réussite éducative et professionnelle. Et je voudrais que vous nous rappeliez, Catherine, peut-être en préambule, comment émotion et apprentissage sont liés, quel rôle les 2 jouent ensemble. Alors, merci de la question. Je voudrais d'abord rappeler que les compétences émotionnelles et sociales, les neurosciences affectives et sociales ne sont pas des opinions ni des croyances, c'est fondé sur des recherches scientifiques depuis plus d'une vingtaine d'années. Et que les émotions font partie de l'empathie, et dans l'empathie, il y a les émotions et les relations. Et évidemment que vous tous nous sommes des adultes, nous n'avons pas été du tout habitués à parler de nos émotions. Donc c'est tout un travail qui peut être extrêmement long, et oser travailler sur nos émotions peut être quelque chose de très compliqué. Alors que toutes les études qui viennent du monde entier montrent quoi ? Que l'empathie, qui est donc le travail sur les émotions et les relations, fait que tout le cerveau, de façon globale, aussi bien le cerveau intellectuel qu'affectif, va se développer de façon globale. Et il y a une étude qui vient de Hollande et qui montre que quand les 2 parents sont empathiques, et c'est sur une très longue étude de 6 mois chez l'enfant à 7 ans, toute la substance grise du cerveau se développe. Et il y a un épaississement du cortex préfrontal qui est le siège de tout ce qui est le plus important chez l'être humain. Il y a aussi des études très importantes qui montrent que la bienveillance et l'empathie développent le cortex orbitofrontal. Ce cortex orbitofrontal fait que nous sommes pleinement humains. Pourquoi ? Ce cortex orbitofrontal nous permet d'être empathiques, de savoir faire face à nos émotions, de savoir faire des choix et d'avoir un sens éthique et moral. Et donc, quand on est empathique et bienveillant, on développe ce cortex chez l'enfant. Au contraire, quand on punit, quand on humilie les enfants,
physiquement ou verbalement, ce cortex orbitofrontal ne va pas bien se développer et donc les enfants ne vont pas être empathiques, ne vont pas savoir faire face à leurs émotions, ne vont pas savoir faire des choix, ne vont pas savoir avoir un sens éthique et moral. Donc c'est absolument, absolument fondamental de développer nos émotions, nos besoins et que ce développement se fasse d'abord chez les adultes et toute la communauté éducative adulte. Pourquoi ? Parce que les enseignants sont des modèles très puissants pour les enfants. Une fois que les enseignants sont formés, eh bien, les enfants vont imiter par imprégnation les enseignants. Donc ça va être tout un travail. C'est comme vous avez dit, monsieur le recteur, c'est une révolution éducative. Mais moi, j'y crois complètement. Et vous rappelez que régulation émotionnelle et éducation à l'esprit critique sont liées. Vous dites les émotions surgissent dans un premier temps et dans un second temps, l'intellect analyse pourquoi nous éprouvons ces émotions. Donc c'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Et j'avais envie d'interroger Véronique ou Catherine. Véronique, peut-être, sur justement comment la communication non violente peut agir sur cette régulation émotionnelle et donc favoriser aussi cette situation de sécurité pour les apprentissages. Oui, c'est-à-dire que quand les adultes accompagnent les enfants en nommant les émotions, il y a déjà quelque chose qui permet à l'enfant d'être reconnu tel qu'il est et ça lui permet d'exister tel qu'il est. Et puis, l'approche de la communication non violente nous amène à faire ce lien entre l'émotion, qui est le témoin de quelque chose qui cherche à être exprimé, que dans notre jargon, on appelle la plupart du temps besoin, et de regarder qu'une fois que l'adulte est capable de faire ce mouvement pour lui et pour l'enfant, l'élève qui l'accompagne, c'est comme si en fait ça assoit comme l'occasion en fait de pouvoir redevenir proactif de nos existences. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte l'émotion, d'une certaine manière, l'enfant il est perdu avec son émotion et il y a quelque chose en fait, et Catherine l'explique très bien dans ses livres, c'est tempête émotionnelle chez les petits, alors que si on nomme et que l'enfant existe et qu'en plus on associe un besoin et qu'on va regarder ensemble comment on va pouvoir nourrir ce besoin, eh ben c'est comme si en fait ça permet en fait d'accompagner véritablement les gamins et nous les adultes vers une autonomie, là où c'est quand même une intention première chez tous les éducateurs que je rencontre. Dans les objectifs éducatifs, il y a comment on va accompagner les jeunes qui nous sont confiés pour en faire des adultes autonomes. Et donc là, c'est comme un levier. Donc voilà ce que j'ai envie de dire juste là. Je ne sais pas si tu veux ajouter un truc, Catherine. Oui, moi j'aime bien imaginer que quand l'enfant ou le jeune est rempli par une émotion, c'est comme si ça prend toute la place et qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'espace pour que les apprentissages se fassent. Et que si on prend en compte l'émotion, on donne un espace à l'enfant ou au jeune pour exprimer ce qu'il est en train de vivre et que c'est accueilli, ça libère l'émotion et l'espace est à nouveau ouvert pour les apprentissages. C'est très juste et ça me donne une transition toute trouvée vers la deuxième question que j'avais envie de vous poser à tous les 5 sur la question de l'empathie justement, c'est-à-dire cette compétence à accueillir l'émotion, à l'identifier, à la regarder. Vous dites dans le livre, en introduction à la seconde partie, la communication non violente est avant tout un changement de regard sur les situations de classe, en dehors de la classe, avec les parents, les élèves, et on en a beaucoup échangé entre nous. Est-ce que vous pourriez expliciter justement comment s'opère ce changement de regard, Catherine, peut-être, le rôle central qui joue l'empathie et ce que ça produit comme effet dans la relation à l'autre ? Alors oui, c'est cette compréhension que la communication non violente apporte que derrière toute émotion, c'est l'indicateur d'un besoin et vraiment c'est de comprendre ça va changer toute parole et tout comportement sert à nourrir un besoin. D'avoir compris ça change complètement notre regard et ça permet déjà de beaucoup moins prendre les paroles et les comportements contre nous, mais se dire que ce soit l'élève ou que ce soit un parent ou un collègue, il est en train de tenter de prendre soin d'un besoin, des fois de manière un peu maladroite et pas très agréable à recevoir, mais ça permet vraiment de prendre du recul, de ne pas le prendre contre soi. Ça permet déjà de commencer à être en lien avec la personne et elle le sent, même dans le silence, elle sent qu'on s'intéresse à elle. Voilà. Par rapport à l'accompagnement des élèves, le fait d'accueillir ce que ressent l'élève, même quand, admettons, on dit prenez vos cahiers pour faire un exercice de maths et qu'il dit oh non, pas encore les maths, et si là juste on peut dire ah, tu n'as pas l'air motivé, rien que ce mot-là, ça va provoquer de l'ouverture alors que nos réactions peuvent
créer de la fermeture. Ensuite, quand on va accompagner plus longuement un jeune dans ce qu'il vit, et c'est ce que disait Véronique, l'aider à entendre derrière ses émotions de quoi ça parle chez toi et qu'est-ce que tu pourrais faire, c'est énorme pour l'accompagner dans son autonomie. Toute cette écoute développe une relation de confiance. On rêve que les jeunes aient confiance en nous et là, ça permet vraiment de vivre ça. Ça va servir aussi par rapport à tout ce qui va être, et ça peut être avec les élèves ou avec les parents, des fois tout ce qui va être de l'ordre des critiques et des agressions verbales, eh bien, de comprendre que derrière ça, il y a aussi des besoins, et cette écoute empathique, elle va à la fois nous protéger, on ne prend plus tout ça contre nous, et ça permet un vrai lien avec la personne, donc ça désamorce les tensions. Ça va être très utile pour la gestion des conflits entre deux enfants. Ça nous amène dans un carrément autre regard. D'habitude, on est là à savoir qui a commencé, parce que celui qui a commencé, c'est lui le responsable, donc le coupable, on va le punir ou le sermonner. Et là, on est dans un autre endroit totalement. On a deux êtres humains qui sont en souffrance parce qu'ils vivent, et on va écouter avec empathie l'un, écouter avec empathie l'autre, ils se sentent chacun accueillis, et après on les amène à s'écouter mutuellement, et c'est incroyable comme ça désamorce les tensions, et on les aide à trouver des solutions par eux-mêmes. Et il y a souvent il peut y avoir cette représentation, je pense, chez une partie des enseignants qui nous écoutent, que empathie et autorité ne sont pas compatibles, ou en tout cas que... ou cette idée que oui, mais nous, on n'est pas thérapeute, on n'est pas psychologue, etc. J'aimerais bien vous entendre du côté plutôt de l'expertise scientifique, mais aussi de la pratique. On en a un peu parlé avant, sur ce que vous aviez envie de dire sur empathie versus autorité. Est-ce que c'est contradictoire ou est-ce que c'est compatible ? Moi, je voudrais juste dire que l'empathie n'a strictement rien à voir avec le laxisme. L'enseignant doit toujours rester un adulte vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent. Il doit transmettre des valeurs, il doit savoir dire non devant un comportement inadéquat, mais il le fait en comprenant les émotions et les besoins de l'enfant et sans l'humilier verbalement et physiquement. Mais il doit absolument rappeler ce qui est permis ou interdit. Et Patrice, on parlait justement de ça, de verticalité, horizontalité dans la relation enseignant-élève. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce qu'on avait dit en aparté, moi, ce qui m'a amené à me former à la communication non violente, c'est cet aspect lié à l'autorité et au contrôle qu'on peut avoir sur les classes. À être celui qui fait cours, celui qui limite remplit la copie, celui qui corrige, là où il y a un espace à créer pour l'autonomie, effectivement, et avoir une attitude proactive, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là-dessus, moi, je crois beaucoup, effectivement, comme ça a été déjà soulevé en introduction, à un travail de la posture de l'enseignant. Les réactions dans lesquelles je pouvais être à l'époque, un système très réactionnaire, en fait, m'ont amené à me questionner sur quel langage je dois employer par rapport aux élèves que j'ai en face. Est-ce que c'est un langage qui va fermer cette autonomie-là, en employant des termes du type des étiquettes, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver, etc., tout ce qu'on peut rencontrer, vers une prise en compte et surtout une responsabilisation de mes émotions et trouver un équilibre effectivement entre être garant du cadre, comme on l'a déjà exprimé, une verticalité avec un savoir à transmettre qui est assez conséquent en BTS, et une horizontalité pour trouver une relation à l'élève qui lui permet un épanouissement, de l'autonomie et une prise de responsabilité qui lui appartient. C'est finalement, je crois que c'est Véronique qui disait ça tout à l'heure, cette auctoritas, c'est-à-dire cette volonté d'élever en fait par le cadre tout en laissant de l'autonomie. C'est ça que... Oui, c'est ça, c'est de regarder de quelle autorité on parle. Est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose en nous qui veut prendre, ou en tout cas utiliser une forme de pouvoir sur l'autre, ou est-ce qu'à un moment, dans la façon dont je me comporte, finalement, les élèves vont m'accorder cette autorité. Et qu'un enseignant qui est empathique, on ne va pas confondre en fait l'écoute avec la psychologie. Ça fait partie de la pédagogie, il me semble quand même, de ce travail de relation. Et de regarder que, en tout cas moi j'ai vu dans l'expérience des classes dans lesquelles je suis allée, de voir combien les élèves disaient « Pourquoi c'est différent avec vous, madame ?» Vous voyez, comme à un moment, de leur donner envie de grandir au contact d'adultes qui deviennent inspirants. Et j'aime beaucoup une autrice qui dit « Partout où il y a violence, il y a perte d'autorité ». Et c'est pour ça que je trouve qu'on a à s'interroger ensemble, et j'ai beaucoup aimé l'introduction que vous avez faite sur le contexte actuel qui est hyper anxiogène, etc., que ce soit
au niveau de la France ou au niveau en géopolitique, et de regarder aujourd'hui, est-ce qu'on continue à éduquer les enfants de la même manière depuis des milliers d'années, ou est-ce qu'à un moment, on change de façon radicale l'éducation? Et là, je suis d'accord aussi avec vous sur la temporalité. Moi, je pense que je ne verrai pas ça, mais j'espère que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants le verront. Et de regarder que c'est un pari vers l'avenir de changer véritablement notre façon d'éduquer, tout en maintenant cette vision de l'autorité qui est fondamentalement nécessaire pour inspirer. Je crois que c'est la bonne question. Hein. Quelle éducation voulons-nous par rapport à une temporalité, une société. Et on a tous en tête, tout professeur, je crois, en tête l'éducation humaniste classique, mens sana in corpore sano. Simplement, on a oublié avec le temps les préceptes antiques, parce que d'abord, on a un peu mis de côté le corps très très longtemps pour des raisons religieuses, mais aussi pratiques. Hein, c'est-à-dire que quand on est professeur, on a en tête évidemment l'idéal du préceptorat, un maître, un élève, et on transforme ça sur une classe, et on veut que ce soit un corps qui ne bouge pas. Et donc, le professeur, c'est l'obsession de tenir le corps, tenir les corps. Hein. Et ça aussi, ça a beaucoup joué dans l'éducation telle qu'elle s'est construite au cours des siècles, depuis les jésuites, les salésiens, le 19e, etc., un peu militaire, et finalement, on s'est concentré, on a réduit le terme éducatif uniquement à la transmission d'un certain nombre de connaissances et de savoirs, sans oublier que l'éducation, c'était d'abord un tout, dans l'idéal humaniste qu'on sert tous et qu'on veut tous servir, et c'est cette réconciliation-là qui est en jeu et qui est plus que jamais nécessaire dans une société devenue tellement complexe qu'on ne peut plus se contenter d'atomiser les choses et de les compartimenter. Et je pense que c'est cet enjeu-là, qui est en même fois un défi intellectuel très intéressant, mais qui est très compliqué parce que c'est une révolution, comme vous le disiez, docteur, pour tous les professeurs. C'est une grosse révolution. Mais on a oublié, enfin, on n'est pas mauvais, j'ai envie de dire, sur le socle intellectuel, mais on a oublié qu'il y a aussi le socle émotionnel, le socle moral, j'ai envie de dire presque le socle spirituel, qui forme un individu au final. Et si on est une éducation nationale, on doit avoir ça, ou en tout cas, il faut que la société ait bien cela en tête. Et c'est tout à fait l'enjeu de cette double temporalité que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois répondre à des préoccupations du présent et avoir une vision éducative pour l'avenir. Puisque c'est le temps long. Complètement. Et donc, effectivement, peut-être que nous ne le verrons pas de notre vivant, ou en tout cas petit à petit, mais c'est cette idée de construction. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'ouvrage aussi, c'est de montrer combien ça passait, et vous l'avez déjà un peu dit, et je voudrais qu'on y revienne, par la relation que l'adulte, l'enseignant, a avec soi-même d'abord. Cette dimension, finalement, ce que vous disiez, d'incarnation, d'exemplarité. Vous dites beaucoup que les mécanismes mis en jeu par la communication non violente servent d'abord et avant tout à changer la relation de soi à soi. Et vous montrez dans le livre combien prendre soin de soi, alors on n'est pas du tout dans l'injonction du développement personnel, du prendre soin de soi, faites-vous des soins ou je ne sais pas quoi, ou des bains, mais vraiment d'abord changer les habitudes relationnelles qu'on a avec soi-même, la façon dont on considère ses émotions, dont on se parle. Et j'aimerais bien que vous explicitiez et approfondissiez cette idée-là, et peut-être Patrice et puis après Catherine, nous témoigner de ce que justement vous, en tant que praticien, en vous formant à la CNV, qu'est-ce que ça a changé dans la façon dont vous prenez soin de vous en tant que professionnel de l'éducation? Mais comme je le disais tout à l'heure, ça a été effectivement une prise de conscience que mes émotions m'appartenaient et ne pas en faire apporter la responsabilité aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des matins où on arrive, on a déjà eu une histoire qui s'est passée avant l'école, et là où avant j'aurais pu réagir, et je mettrai un bémol là-dessus parce qu'on reste humain, il y a des moments où je déborde, hein. Là il n'y a pas d'injonction à devenir l'être parfait, mais il y a ce temps, en fait, la communication non violente m'a offert ce temps entre la colère qui peut monter par moment, quand je vois que ça ne se passe pas comme je veux que ça se passe dans la classe, et de voir d'où ça vient. Et de prendre ce temps-là, effectivement, pour ne pas pénaliser l'acte pédagogique, si je peux m'exprimer ainsi. Et à côté de ça, j'ai dit qu'effectivement, il y a des moments où ce n'était pas possible. Le vase émotionnel était trop plein. Ça peut venir d'histoire familiale, ça peut venir du transport, ça peut venir de comment on se sent dans les périodes de vie. Et en ce moment-là, ça peut déborder. Moi, il m'arrive encore de déborder. Et je crois que
il y a quand même cet espace après pour être désolé. On en parlait à midi. Moi, ça m'arrive avec, alors j'appelle ça mes grands, mais ils ne m'appartiennent pas, mais de leur dire, de les reprendre la partie, voilà ce qui s'est passé, de s'expliquer et d'avoir un grand désolé là-dessus et d'expliquer d'où ça pouvait partir. Et cet effet vicariant, cet effet par imprégnation dont on parlait avec Catherine aussi à midi, est assez important parce que pour moi, c'est par l'incarnation de la posture qu'on arrive à un moment donné à faire bouger les lignes avec les élèves qu'on encadre. Et cette auto-empathie, cette empathie silencieuse en fait, qu'on se donne à soi-même, Catherine, en tant que personnel de direction, voilà, comment ça fonctionne aussi avec les collègues Tout à fait. Si on veut que pour espérer que les enseignants le fassent vivre à leurs élèves, ça me semble indispensable que les personnels de direction le fassent vivre aussi à leur équipe. C'est-à-dire que c'est comment est-ce que ça m'a en tout cas donné les moyens de ce que j'aimais mettre en place dans l'établissement, c'est-à-dire de la gouvernance partagée, de l'intelligence collective, de la participation, de la créativité pour pouvoir créer des dispositifs pour les élèves, pour leur donner le plus de chances possibles de réussir. Et pour ça, moi, je me suis formée, effectivement, parce que ça m'a donné les moyens d'accueillir aussi tout ce qui se passait dans l'établissement. En tant que chef d'établissement, on accueille les familles, on accueille les élèves, on accueille les enseignants qui sont parfois en difficulté, et c'est comment moi je pouvais les accueillir, leur faire vivre ce que j'avais envie qu'ils vivent aussi après avec les élèves. Donc on est toujours sur cette idée d'imprégnation, et il me semble que ce serait primordial que tous les cadres soient formés pour pouvoir avoir ces moyens-là, parce que moi ça me semble, c'était terrorisant d'arriver dans un établissement où il y avait une équipe formidable, donc en éducation prioritaire, un collège, une équipe formidable, mais avec toujours le même process qui se mettait en place, des difficultés importantes avec certains élèves, et puis après, on se sentait tellement démunis et tellement impuissants en fait à aider ces élèves qu'il y avait cette idée de rejet et d'exclusion de l'élève, et on a réussi avec la CNV dans l'établissement, par la formation des enseignants, etc., à changer nos modes de fonctionnement. Et ce qu'on accueillait, on accueillait les équipes à tous les personnels, ce n'était pas seulement les enseignants, c'est-à-dire à tout niveau. C'est-à-dire qu'il y avait ce soutien mutuel, il y avait cette façon de s'accueillir soi et de pouvoir demander de l'aide si jamais on n'y arrivait pas, de pouvoir aussi déborder de temps en temps et de revenir en étant désolé, aussi bien avec des personnels qu'avec des élèves. Voilà, je pense que ça c'est primordial, et ça a vraiment changé l'état d'esprit dans l'établissement. Alors justement, sur la formation, je pense que dans les personnes qui nous écoutent en live, peut-être elles se disent « Ah mais ça a l'air super, ce qu'il et elle racontent, mais ça n'est pas pour moi » ou « Je n'en suis pas capable » ou on peut aussi avoir des représentations du type « Oui mais c'est quelque chose de très individuel et moi dans une classe je ne gère pas des individus, je gère un collectif ». Alors, est-ce que c'est vraiment possible pour l'enseignant ? Et puis, où je suis infirmière scolaire, où je suis enseignante de maternelle, est-ce que mon expérience, elle est semblable à celle d'un prof de lycée ? Moi, j'avais envie de vous entendre là-dessus. Justement, à quoi ça sert de se former, qu'on soit enseignant, formateur, personnel de direction et pourquoi, finalement, au-delà de la lecture de livres, il y a besoin d'une dynamique dans le temps, on en parlait, dans le temps long, et peut-être aussi d'une dynamique collective. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, Catherine, et puis peut-être Véronique ensuite. Juste une petite chose sur le temps long. Effectivement, ça demande du temps. Moi, je suis restée 9 ans dans mon établissement pour pouvoir justement mettre en place ce mode de fonctionnement. Et en même temps, les effets, ils arrivent rapidement. C'est-à-dire qu'il y a ce temps long de transformation parce que l'intégration, elle se fait effectivement lentement, mais la manière de vivre dans l'établissement et pour ces élèves qui passent eux 4 ans dans le collège, ça a changé des choses pour eux. Et ça, je tiens à le dire parce que ça peut se faire rapidement quand même. À partir du moment où il y a une vraie politique de l'établissement qui se met en place et un choix. Le projet d'établissement, le centre du projet d'établissement, c'était les relations. C'était les relations interpersonnelles. Et c'était l'axe 1 du projet d'établissement, ce qui effectivement ne se fait pas dans tous les établissements, mais ça peut changer rapidement. Juste, voilà. Et est-ce que, selon vous, Catherine, mais aussi Véronique, est-ce qu'il faut que tout le monde soit formé ? Est-ce qu'il faut que certaines personnes soient formées ? Voilà. Comment vous voyez les choses là-dessus ? Dans mon établissement, c'était sur la base du volontariat, et on a fait 2 sessions de formation. Une première session
où un certain nombre de personnels ont voulu se former. Ils ont commencé à mettre en place des choses. Ils ont commencé à accueillir aussi différemment les soucis qu'ils pouvaient rencontrer dans le cadre de la classe avec les élèves. Ça a donné envie à un second, à d'autres personnes de se former. Mais il n'y a pas besoin que tout le monde se forme. Voilà, il existe sans doute, il y a des gens qui peuvent aussi être empathiques sans avoir besoin de la CNV. Mais en tout cas, ça donne une dynamique et ça donne des soutiens dans l'établissement pour pouvoir mettre en place vraiment les choses. Et changer la pédagogie même dans la classe. C'est ça qui est aussi, enfin, ça va jusque-là. Véronique, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, moi je ne crois pas aux injonctions de formation. Ça ne va pas en tout cas avec la vision de la communication non violente qui est d'offrir des espaces de liberté. Et je crois que plus les êtres humains sont libres de choisir ce qui leur semble adapté à leur situation, plus on augmente les chances en fait de contribuer au fameux mieux-être ou à un climat scolaire apaisé. Et que je suis fondamentalement persuadée qu'il y a des gens pour lesquels ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens, en fait, qui sont naturellement dans une écoute, dans une compréhension de l'autre. Voilà, peut-être parce que l'éducation qu'ils ont reçue a préservé, en fait, leur nature première. Et moi, ce qui m'a plu avec cette approche de la communication non violente, d'abord, j'y allais pour changer les autres, parce que j'estimais que les autres étaient beaucoup plus violents que moi, mais parce que j'étais aveuglée, ça, j'en suis certaine. Et quand j'ai découvert, en fait, qu'à moi toute seule, je contribuais à entretenir le bazar sur Terre, je crois que je suis tombée par terre. Parce que quand on limite la communication non violente avec un processus que certains nomment OSBD, observation, sentiment, besoin, demande, on passe à côté de la dimension sociale. Et alors là, je reprends votre terme qui m'a quand même vraiment plu, la dimension spirituelle, que ce processus nous amène à vivre à un niveau complètement différent. Et que ça fait de nous des êtres conscients d'un conditionnement du langage. Et on repère des habitudes de langage. Et en auto-empathie, par exemple, on va repérer souvent que la première chose qu'on fait quand on s'est planté avec un gosse, c'est de se taper dessus. Alors, non seulement on s'est planté, mais en plus, on se tape dessus. Et donc, le travail de Rosenberg, ça a été d'identifier tous les axes du langage qui font qu'en fait, on peut susciter des réactions chez l'autre ou chez nous. Et finalement, diminuer la motivation que les êtres humains ont à contribuer, qui, elle, est naturelle. Et j'insiste aussi par rapport à ces formations, parce que comme ce sont des formations qui sont assez bouleversantes, parce qu'on vient finalement bouger des pilotis sur lesquels on est en appui depuis 8000 ans, eh bien pour moi, il est préférable que ça démarre d'un espace choisi, parce qu'il y a des moments dans notre vie où on n'est pas prêt, où ce n'est pas le moment de venir bousculer des choses sur lesquelles on est en appui et c'est ce qui nous fait tenir. Et j'aime beaucoup cette délicatesse et cette vigilance à avoir avec des approches qui sont fondamentalement révolutionnaires pour l'être humain. Et là, on n'est pas dans le champ du développement personnel, parce que ça, vraiment, j'insiste, on est dans le champ du développement perso-professionnel. C'est-à-dire qu'on ne séquence plus l'humain dans « t'es à la maison ou t'es au boulot ». C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a des matins, on arrive avec la poisse de la maison et puis on va tenter de tenir la journée. Puis il y a des fois, ceux qui sont à la maison le soir, pas de peau si ça s'est mal passé dans la journée. Et donc, j'aime bien voir l'humain aussi dans sa globalité. Tout à l'heure, vous sépariez la tête du corps et nous, en France, on a tendance à séparer le développement personnel et professionnel. Et je trouve que cette approche, elle fait du un. Et j'aime bien cette idée. Donc, merci pour ta question, Anne, qui me permet de poser une vision élargie. C'était le but. Peut-être que Catherine ou Patrice, ou Catherine, on a 3 Catherine dans cette table ronde. Autant vous dire que, voilà. Ça vous laisse imaginer les années de naissance. Veulent rebondir, réagir ? Juste rebondir sur les formats effectivement, de formation, de ce que je peux vivre moi et ce qui est mis en place sur l'Académie de Bordeaux. Et ça va vers des préconisations qui sont sorties lors du Grenelle de l'éducation, si je ne me trompe pas. C'est de former en fait de l'intercatégoriel, du pluricatégoriel sur les établissements scolaires, c'est-à-dire faire du lien au sein de l'établissement pour avoir effectivement une entité qui partage des expériences en local pour mettre en place des pédagogies différentes ou du moins avec un regard différent. Je crois beaucoup à ça pour avoir été formateur avec ma collègue Morgane sur le 64 et un peu le 40 vers chez moi. On voit que ça a vraiment un effet en fait, de création de dynamique. Voilà. Je crois beaucoup à ça. Est-ce qu'il y a d'autres mots de la fin ? Parce qu'ensuite, nous allons clore cette table ronde, mais Catherine ou Catherine ? J'ai envie de rebondir sur le témoignage des personnes en formation.
c'est un espace où il y a une qualité de relation qui s'installe au sein des équipes en multicatégoriel. Souvent, les personnes disent « mais ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et c'est la première fois que je te rencontre comme ça ». Et ils témoignent combien c'est des espaces de sécurité. On peut être soi, on sait qu'on va être écouté, qu'on ne va pas être jugé. Ils osent déposer leurs difficultés. Et en fait, c'est des espaces de ressourcement. Souvent, ils arrivent le matin fatigués et puis repartent en fin de journée régénérés par ce qui s'est passé. Et une autre chose, l'importance des formations par rapport à juste la lecture d'un livre. Très souvent, des personnes arrivent en formation en disant « Ah, j'avais déjà commencé à essayer des choses, mais ça n'a rien à voir ». Et en formation, on peut vraiment ressentir dans son corps l'effet de nos habitudes relationnelles, de comment ça fait de la fermeture et comment, quand on fait autrement, ça crée de la détente et de l'ouverture. Et ça, on ne peut pas le partager dans un livre. Catherine, le mot de la fin? Je voudrais dire que quand les enseignants sont formés, toutes les études le montrent, que les enseignants vont beaucoup mieux, ils se sentent plus compétents, ils sont évidemment beaucoup plus empathiques avec les élèves, et ensuite, ça prévient le burn-out. Et donc ça, c'est essentiel. Donc c'est bénéfique pour les enseignants d'abord. Ensuite, c'est bénéfique évidemment pour les élèves. Et je voudrais dire que même pour les élèves venant de milieux très défavorisés, c'est extrêmement, extrêmement bénéfique. Eh bien, merci beaucoup pour cette conclusion qui nous rappelle que la formation est un élément du bien-être et du développement professionnel des enseignants. Et merci à tous les 5 et à toutes les 5. D'ailleurs, je devrais genrer au féminin, clairement, pour les partages que vous avez faits pendant cette table ronde. L'ouvrage se poursuit finalement dans une série de formations qui vont avoir lieu notamment sur la plateforme Canotech. Donc 3 conférences Canotech sont programmées entre décembre et janvier. Le mercredi 13 décembre à 14h, une première conférence traitera de l'empathie au quotidien grâce à la CNV avec Catherine Schmider et Charlotte Cerisier. Une deuxième conférence aura lieu sur la plateforme Canotech le mercredi 10 janvier 2024 à 14h sur les compétences psychosociales à l'école, sur l'ouvrage avec Véronique Gaspard et Rebecca Shankland. Et enfin, le mercredi 17 janvier à 14h, une troisième conférence sur la communication non violente, la formation au service de la qualité relationnelle avec Véronique Gaspard et François Moutapa. Ce qui me fait une transition toute trouvée pour céder la parole à François Moutapa sur les formations en présentiel dans l'Académie de Paris. Merci. Donc effectivement, il y a un très beau programme qui est prévu autour de cette communication non violente et des compétences psychosociales, dont on va annoncer les dates avec de très, très beaux ateliers. Mais tout de même, un mot de gratitude et de remerciement à Catherine Guéguin, Véronique Gaspard, Catherine Schmider, parce qu'on sait combien ce travail est vraiment nourricier et vraiment fondamental dans l'Académie de Paris. On le voit bien à la fois par les formations qui sont menées au Lab Sorbonne, mais aussi avec l'école académique de la formation continue. Il faut dire qu'on a un recteur aussi qui, évidemment, permet cette ouverture, on va dire, sur les métiers de l'humain, parce que je crois qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit d'une problématique qui est fondamentale, qui est aussi de ne pas faire de la formation en oubliant qu'effectivement, tous les métiers de l'éducation, quels qu'ils soient, et je vais y revenir, font partie des métiers de l'humain. Et je crois que sur ce point-là, je ne suis pas sûr qu'antérieurement, malgré toutes les qualités ou les défauts que nous avons, nous ayons été correctement professionnalisés sur la question. Donc je salue bien évidemment le très bel ouvrage et en même temps les outils qui sont donnés et qui constituent, on va dire, une approche tout à fait pratique. Après, je dois dire qu'on a beaucoup parlé de la pédagogie. J'ai entendu parler aussi de la formation des cadres. Je crois qu'il y a une priorité, une urgence à ce que, je dirais, l'ensemble des adultes de la communauté éducative, particulièrement les personnels administratifs, soient exposés et sensibilisés aux questions des compétences psychosociales et bien évidemment de la communication non violente. Maintenant,
je réduis mon propos et j'annonce, comme c'était prévu, les dates. Je vous rassure. Alors, donc, on a 2 très beaux ateliers parisiens, donc le mercredi 29 novembre et le mercredi 20 décembre, l'après-midi, hein, dans 2 lieux qui, évidemment, sont des lieux d'accueil et qui signalent aussi le partenariat particulièrement remarquable avec Canopé, hein, parce que là, je crois que c'est aussi une question d'alliance très forte, hein, au niveau de l'académie avec Canopé, véritablement l'Absorbonne, EAFC, Canopé, hein, pour trouver, on va dire, une formation d'ampleur. Parce qu'on doit lutter pour donner du territoire à ces formations. Et c'est un excellent signe, évidemment, qu'un tel cycle d'ateliers tel que vous l'avez prévu puisse nous nourrir dans notre développement professionnel et humain, dois-je dire, parce que quand même les retours qui sont donnés des formés, c'est qu'ils se sentent, alors là je parle le plus souvent, vous avez parlé d'intercatégoriel, mais beaucoup du côté des personnels pédagogiques, ils disent que ce travail sur l'écoute empathique les a amenés aussi, quelque part, à faire retour sur eux-mêmes et aussi à se sentir écoutés ou pris en compte ou pris en considération. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant en termes d'économie et de formation. Voilà, donc 2 ateliers parisiens, le 29 novembre et le 20 décembre, donc le mercredi après-midi. Je pense qu'on aura en plus, on est facilitateur, hein, c'est-à-dire que Canopé va mettre en ligne, hein, c'est bien ça, toute une page liée à l'ouvrage, mais aussi avec toute la déclinaison des ateliers et la possibilité de s'inscrire en ligne. Nous-mêmes, nous serons relais, hein, donc tous vos meilleurs ambassadeurs et évidemment collaborateurs, nous serons relais puisque sur le site de l'EAFC, mais également le site du Lab Sorbonne, il y aura évidemment une accessibilité extrêmement facile, hein, pour s'y inscrire. Je crois qu'il reste 2 autres ateliers. Oui, il y a 2 autres ateliers qui ont lieu hors région parisienne. Le premier à Alençon, alors je reprends mes notes parce que je n'ai plus la date. Le premier à Alençon, le mercredi après-midi du 6 décembre. Et le second, aussi le 6 décembre, à l'atelier d'Arras. Donc un programme de formation qui commence à se développer sur le territoire, sur ces compétences psychosociales. Et merci François Moutapa d'avoir rappelé combien effectivement les collaborations entre les différents acteurs de la formation sur ces sujets sont essentielles pour justement déployer ces dimensions formatives. Puis je crois qu'il y a l'un des ateliers qui permet quand même aussi de s'immerger, de découvrir. Enfin, c'est plus une découverte maintenant pour les professionnels, mais la librairie Canopé, oui, rue du Four, qui est un endroit merveilleux, à la fois pour dialoguer, pour discuter. Il y a tout un espace, mais aussi, on va dire, pour identifier des ressources. Complètement. Hein, et s'en saisir. Et approfondir un certain nombre de questions, voilà, à travers des ouvrages sur les compétences psychosociales. Il nous reste... je regarde nos organisateurs, un gros quart d'heure pour les questions. Alors, je relais les différentes questions qui ont été posées dans le chat pendant le live. Première question proposée par Stéphanie, qui nous demande si on est d'accord sur l'importance d'une nouvelle éducation, en tout cas d'une nouvelle dimension éducative, comme le disait tout à l'heure monsieur le recteur. Pourquoi ne pas former chaque enseignant à la CNV? Alors je crois qu'on a un petit peu abordé cette question tout à l'heure sur l'injonction à la formation, mais si l'une ou l'un d'entre vous veut approfondir un peu sa réponse, qui a envie de répondre à cette question? Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que l'idéal pour nous, ça serait que ça soit dès la formation initiale. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent les enseignants quand ils découvrent la CNV, qu'ils en découvrent les effets. Ils déplorent tous, mais pourquoi je n'ai pas eu ça dans ma formation initiale? On aurait gagné du temps. J'aurais développé directement cette posture-là, et même, on en parlait tout à l'heure, ça amène à changer relationnellement, mais après on interroge même sa pédagogie. Ah, mais ma pédagogie, elle ne prend pas en compte les besoins humains. Ah, mais alors ils se mettent à transformer leur pédagogie, ça demande du temps, alors que si dès le début, ils avaient eu cette conscience des besoins humains, et on le voit quand on accompagne des établissements. À un moment, on avait été sélectionné sur un projet de prévention du harcèlement, on avait pu accompagner plusieurs établissements sur 2 années.
Et donc, au bout de 2 années, on a des équipes soudées qui partagent la même vision. Mais seulement l'année d'après, il y a une personne qui a déménagé, enfin 3 personnes qui sont parties, 3 nouveaux. La directrice, elle me dit, on voit très bien le décalage, même s'il y a des outils, ils n'ont pas la posture. L'année d'après, il y a encore 3 changements. Et très rapidement, ça se dégrade. Ceux qui ont été formés, ils gardent, bien sûr, parce qu'ils ne perdent pas. Mais la dynamique d'équipe se perd. Alors on se dit, ils vont aller s'aimer ailleurs, c'est pas perdu. Mais si tout le monde pouvait avoir accès à ça dès la formation initiale, on gagne du temps. Alors ça fait écho à une autre, une remarque plus qu'une question d'une internaute qui dit qui proposait d'insérer ces modules de compétences psychosociales dont la CNV est un des outils de développement, notamment de posture de soi, dans la formation initiale à l'INSPE. Donc je vous relance pas là-dessus parce que j'ai l'impression que globalement... On est tous d'accord. L'idée, c'est pas d'être d'accord, mais quand on est d'accord, ça fait du bien. On a une autre question qui nous est posée sur est-ce qu'il existe des postes de personnes ressources sur ces compétences psychosociales dans les académies, dans les établissements? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des moyens déployés pour que des personnes ressources référentes puissent être des relais en académie, en établissement? Est-ce que vous avez connaissance de cela? Moi, je peux parler juste de ce que je vis sur l'Académie de Bordeaux, sous la houlette de Pierre Laccueil, qui est directeur de l'EFC. Il y a des personnes qui ont mis en place des dispositifs qu'on appelle des CAIF. Ce sont des gens qui sont... CAIF, CAIF, alors c'est des conseillers académiques innovation et formation. Notamment, je rends hommage à Emma Bail et Claire Jacob qui ont mis en place un module sur les communications interpersonnelles qui est vraiment... fantastique sur l'Académie de Bordeaux, et d'autres personnes comme Cédric Dahan qui justement met en place actuellement toute une formation de formateurs en direction des CPS. Et là, je rebondis juste sur ce qu'on a dit tout à l'heure, se pose la question effectivement de former les formateurs sur une posture à adopter pour faire passer le message. Et c'est là que je crois, je suis persuadé moi, que la communication non violente a toute sa place. Donc ces personnes-là, effectivement, sont à même. Alors je parle de l'Académie de Bordeaux, on a discuté tout à l'heure, je ne sais pas comment ça se passe sur l'Académie parisienne, mais ces personnes-là sont complètement en capacité de répondre à ces besoins-là. François, est-ce que vous voulez compléter? Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de professionnalisation, moi je dirais de professionnalisation, vraiment sur la question. Donc l'enjeu, c'est évidemment, avec Véronique et de Catherine, de construire ces ressources. Alors c'est vrai que ce sont des formations longues aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur des formations qui vont être des formations où on va pouvoir immédiatement agir, puisqu'il y a tout ce travail, cette mise au travail, on va dire, de la personne et des personnes dans leurs relations. Donc l'enjeu, c'est pour une académie comme Paris, au terme, on va dire, d'1 an et demi, 2 ans, d'accéder déjà à la construction, je dirais, de formateurs experts en capacité d'accompagner professionnellement des équipes sur ces questions de la communication non violente. Et dans une systémique, vraiment, compétences psychosociales, empathie, parce que je crois qu'il y a aussi toute cette mouvance-là qui a à éclairer sur, je dirais presque, des nouveaux acteurs accompagnants sur le terrain, en fait. Et qui ne sont pas simplement des dispensateurs de leçons sur la question de l'empathie et de la relation, mais véritablement en capacité d'aller sur les situations de travail au sein même des activités et de là où il y a interrelation pour travailler véritablement ce qui se joue ou ce qui est en jeu. Ça me permet de rebondir sur 2 questions qui nous ont été posées. La première est de savoir si finalement la CNV est la seule réponse à la transmission des compétences psychosociales. Et la seconde qui fait écho à ce que vous disiez, François, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi plutôt de partir d'abord de l'analyse de l'activité en classe pour mieux comprendre pourquoi les enseignants font ce qu'ils font et les amener ensuite vers finalement ces compétences psychosociales, ces compétences socio-émotionnelles. Voilà, donc c'est 2 questions qui sont un peu en écho à ça. Peut-être sur, je me tourne vers le formateur académique, enfin les formateurs, mais pas uniquement, sur la CNV est-elle la seule réponse à la transmission des compétences psychosociales? Mais Catherine a certainement aussi quelque chose à dire. Actuellement, Santé publique France est chargée de faire le déploiement
des CPS sur toute la France. C'est un travail colossal et par région, par académie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment en capacité, enfin beaucoup de gens, j'exagère, il y a des gens qui sont en capacité de transmettre et de former au CPS. Il y a l'INSPE et ensuite il y a pas mal d'acteurs qui sont en ce moment sélectionnés, mais c'est un travail qui est en cours. Ok, donc on aura un panorama des différents modes de formation et acteurs de formation au CPS à l'issue de ce recensement et de ce travail de Santé publique France. Tout à fait. Ok. Et puis sur... oui. Je ne crois pas à une solution unique. J'aime beaucoup cette vigilance et de regarder que je crois qu'en fonction de nos histoires, chacun s'oriente vers ce qui est bon pour lui à un moment. Et la communication non violente fait partie du paysage en fait, qui peut soutenir en fait, ce travail de posture. Et que nous, avec Déclic, on a fait le choix, il y a quelques années déjà, de se fixer comme objectif que chacune des académies en France soit autonome avec un pôle de formateurs qualifiés pour aborder la question de la communication non violente quand les formations sont demandées par les personnels. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on a tenté de développer là depuis plusieurs années déjà, avec cette qualification d'intervenant Déclic. Mais il y a la question du cadre, c'est-à-dire, comme Catherine le disait, on a quand même Génération 2037, qui est un immense chantier, on va dire, de construction et de professionnalisation sur les compétences psychosociales. On a un système de formation qui ne peut plus s'appuyer sans la communication non violente, les compétences psychosociales, l'empathie, et d'autres sujets, on peut le dire. C'est-à-dire, moi je ne crois pas dans un système de formation qui se priverait effectivement de ces enjeux-là parce qu'il conditionne complètement les conditions de réussite des élèves comme les conditions de réussite professionnelle en communauté ou en équipe. Et puis, on a, comme tu le dis Véronique, tous les modes opératoires très variés pour aborder ces questions. Mais on n'est plus dans des formations qui sont, on va dire, confidentielles ou à la marge, on est véritablement dans des formations qui atteignent, on va dire, une zone de visibilité, de lisibilité et de caractère essentiel à la professionnalisation, on va dire, des acteurs. Ça, je crois que c'est important. Moi, je l'ai vu on va dire, en quelques années. On voit bien qu'on a là une trajectoire tout à fait importante qui est très identifiée par les usagers et par les personnels. On a une thématique bien-être, santé mentale pour tous. On voit bien que tout un flux, on va dire, de collègues viennent s'inscrire et identifient parfaitement cette colonne vertébrale. Et complètement. Réseau Canopé a organisé un colloque sur la formation des enseignants il y a 3 semaines. Et je crois que c'est dans l'Académie de Lyon qu'il témoignait qu'ils avaient monté une formation secouriste en santé mentale. Enfin, voilà. Et que 840 inscrits, je crois, pour la première session de formation. Donc, effectivement, on est sur une dynamique qui se développe et qui va prendre de l'ampleur. Je finis par une dernière question et je m'excuse auprès des internautes d'agréger 2 questions et de les synthétiser en une, mais on a deux personnes qui nous disent « Oui, mais concrètement, comment on fait dans des situations où il y a déjà beaucoup de violence dans les établissements ?» Soit de la violence verbale des adultes vers les jeunes, soit de la violence des jeunes entre eux, soit aussi une volonté des jeunes de ne pas respecter le cadre. Typiquement, sont évoqués les adolescents particulièrement qui, par exemple, ne respectent pas les minutes de silence, etc. Donc voilà, qui disent un peu, bah oui, mais concrètement, est-ce que c'est faisable dans des situations un peu délétères ou en tout cas déjà enquistées? Alors comme Catherine, vous aviez évoqué tout à l'heure. J'avais envie de partager ce qu'on avait, nous, fait dans l'établissement au moment du décès de Samuel Paty, puisqu'il y avait eu une demande de la part de l'institution justement d'organiser, on sortait des vacances, d'organiser dès le lundi matin avec une minute de silence, l'accueil des élèves, etc. Et moi, dans l'établissement, j'ai fait le choix qu'on se réserve, pour les adultes, on s'est réservé 2 heures, c'est-à-dire qu'on a différé la rentrée des élèves. Donc j'ai pris cette responsabilité-là
pour qu'on puisse, entre nous, déjà accueillir ce que ça nous avait fait à nous, les adultes, pour qu'on puisse se donner aussi de l'empathie aux uns aux autres, et décider ensemble comment on allait rendre hommage après. Et ça nous a permis de construire en fait un accueil des élèves qui a fait que ça s'est très très bien passé derrière. Et d'accueillir quand il y a eu des réactions, il y a toujours des réactions d'élèves, on avait une communauté vraiment très très variée, et bien c'est d'accueillir qu'est-ce que ça dit à ce moment-là derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas de stigmatiser, de dire ben non, il ne faut pas dire ça, ou de punir parce qu'il a dit, c'est d'aller écouter, ok, il y a quoi derrière? Et on est toujours sur cette écoute empathique, en fait, d'aller voir, et c'est quelque chose qui se pratique pour les adultes qui sont justement face à des violences ou face à des mots qui sont dits parfois par des élèves, et aussi pour les élèves. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps dans l'établissement, et de faire un choix justement de gérer ce que disait Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire d'accueillir à chaque fois aussi bien les adultes que les élèves, d'écouter, de prendre du temps ensemble. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui fonctionne effectivement parce qu'on accueille en fait les personnes. C'est sur cette idée de la temporalité longue, à moins que Catherine veuille réagir, mais... Ta question me faisait penser à... Et je regarde Véronique parce qu'à un moment, elle avait été sollicitée pour intervenir dans un établissement où il y avait de grosses difficultés avec les élèves et de dégradation, etc. Et des grosses tensions dans les équipes. Et en fait, Véronique et un collègue avaient animé un cercle restauratif pour aider les adultes à s'écouter. Et le fait de régler ça fait que après, ils ont vu une évolution du climat des élèves et les dégradations ont arrêté. Et il y avait même une interrogation de dire, mais est-ce que parce que nous avons traité nos difficultés, ça a eu un impact sur le comportement des élèves? Oui, nous croyons énormément à ça. Donc commençons par donner les moyens dans les équipes de s'écouter vraiment, et il y a tout un climat qui va changer en même temps. Et puis, si on est tout seul, démarrons tout seul au début. Il y a des personnes, il y a une qui démarre et elle trouve un allié. On démarre à deux, on se forme, on commence, nous, à développer ça. Et on trouve, au fur et à mesure, en fait, ça donne envie. Et ça s'étend. Oui, j'aime bien quand tu dis ça, parce que pour moi, il y a un axe de prévention avec la communication non violente, et qui n'est pas une action où on va lisser, où l'idée, en fait, on en a parlé, qu'il n'y aurait pas de conflit, etc. Non, on va intégrer le conflit comme étant un ingrédient de la relation, et avec des moyens de s'en sortir d'une façon qui préserve la dignité avec les systèmes et cercles restauratifs. Et ça, pour moi, c'est vraiment une révolution de voir qu'à un moment, on fait du conflit une opportunité de rencontre, mais avec des moyens qui vont prendre en compte les donneurs comme les receveurs d'actes et toute la communauté qui est impactée par certains actes. Donc plus ça brûle, plus c'est le témoin qui a une urgence à aller prendre soin, dans un premier temps des adultes, ce qu'on avait fait là, avec nos cercles restauratifs un peu en mode pompier, dans l'Académie de Créteil. Je regarde Alain et Patricia qui étaient dans l'Académie à ce moment-là, et de regarder comment, en fait, en ayant accompagné les adultes, mais d'une manière radicalement différente, encore une fois, ça a un impact étonnant sur ceux qui apprennent par imprégnation. Donc regardons nos façons de fonctionner, et j'aime faire le lien avec aussi toute la thématique autour du harcèlement. Moi, j'ai travaillé dans les maternités, j'ai jamais vu d'enfant qui naissait harceleur. Donc ce harcèlement, il y a bien un moment où je l'apprends par imprégnation. Donc est-ce que dans ma façon, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que chef d'établissement, CPE, peu importe, inspecteur, etc., est-ce que ma façon, à un moment, est une façon qui ne se veut pas harcelante, parce que je ne me rends pas compte de ça, mais si à un moment je me rends compte, est-ce que je vois que ça produit en fait des élèves qui à un moment vont faire la même chose que les choses qui vivent à la maison ou dans les institutions qui sont dans lesquelles ils sont. Donc c'est en ça où la communication non violente, c'est dérangeant. C'est vraiment un processus pénible parce que souvent on est moins confortable après une première initiation qu'avant. Et ça, je préfère vraiment le dire parce que c'est un processus pénible en termes de prise de conscience. Alors, je ne sais pas si on va retenir cela comme mot de la fin. C'est un processus long et pénible.
ne pas imaginer que c'est un truc baguette magique, voilà. Non, mais je On prend pense un que- bus, on va au pays de Oui Oui, et puis on revient et on croise Martine et Oui Et Oui. on fait du Non, toboggan sur des arcs-en-ciel. c'est ça, voilà. Et ben c'est sur cette belle métaphore de oui oui et des bisounours que ne forme pas la communication non violente que nous nous arrêterons. Je remercie une nouvelle fois le Lab Sorbonne de nous avoir accueillis et d'avoir co-organisé avec nous cet événement et puis ce partenariat autour de ces formations. Aussi le recteur Christophe Quérero de nous avoir accueillis ici dans l'Académie de Paris et d'avoir si bien introduit cette table ronde. Puis merci à toutes et à tous pour votre participation ici en vrai, même si vous n'avez eu le droit que d'être silencieux et en live à travers vos écrans. Et à très bientôt dans nos ateliers canopés, dans nos formations ou dans d'autres webinaires ou live. Très bonne soirée à toutes et à tous.